Ce soir, on va parler d'énergie avec une guérisseuse et chamane. Elle s'appelle Sandrine Müller-Boar. Elle est dans les studios, je la remercie d'être là. Elle vient d'écrire un livre, L'énergie de l'invisible. C'était un livre écrit par une guérisseuse elle-même, un ouvrage ésotérique de référence qui s'appuie sur les théories de la physique quantique pour expliquer les manifestations de l'invisible en faisant le récit des cas de figure rencontrés dans son cabinet. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Müller-Boar. Alors vous exercez à Antony, je crois. Oui, c'est ça. Et vous avez beaucoup de mal à ne pas refuser du monde. Oui, c'est un peu la rançon du succès avec les YouTube et les livres. C'est la rançon de la gloire. Il y a une partie de ce que vous gagnez qui est reversée à une association. Oui, ça depuis au départ, tout ce que je gagnais était reversé à des associations parce que j'avais un autre métier. Pendant 1 an et demi, j'ai fait 2 métiers de front et un jour, il y avait trop de monde et j'ai abandonné avec joie et gratitude mon tout premier métier qui était de patiner des meubles. Ça n'a strictement rien à voir avec le schmilblick. Mais si, parce que patiner, c'est aller dans la patine. Et le chaman qui m'a transmis son don, qui s'appelle Louis Sanza, faisait aussi ce métier-là. C'est assez bizarre. Et donc, après, j'ai abandonné avec joie ce métier-là. Et du coup, comme il fallait que je vive du métier de guérisseuse, là, j'ai demandé à mes guides si j'avais le droit de prendre une partie pour moi et le reste pour continuer à donner à des associations caritatives. Donc oui, j'y tiens. C'est une énergie qui doit circuler. Absolument. Alors Louis Sanza, vous nous en parlez un peu? Alors Louis Sanza, je ne savais même pas qui c'était avant qu'il me transmette le don. Ce qui s'est passé, c'est que donc mon métier d'avant, je patinais des meubles et en même temps, je faisais du bénévolat avec des enfants autistes handicapés mentaux. J'étais prof de yoga bénévole et je donnais des cours de patine de meubles. Et je me suis rendu compte que je faisais du bien à toutes ces personnes. Et donc un jour, j'ai fait le vœu, mais un vœu comme une bonne sœur qui rentrerait dans les ordres. Et j'ai dit, je voudrais guérir les gens avec le cœur. Mais vraiment, mais c'était viscéral. Et 1 semaine après, j'ai été contactée par un couple qui voulait peindre des meubles. Et ce couple, on a eu un coup de foudre. Vraiment des gens adorables. Je les ai embrassés en partant, j'ai pris leurs meubles à peindre. Et 3 semaines après, quand je suis revenue avec les meubles, ils m'ont dit, on ne sait pas pourquoi, mais on a une toile à vous offrir. Donc, ils s'en vont, ils reviennent avec une aquarelle, avec des nénuphars. Et là, quand j'ai vu l'aquarelle avec les nénuphars, j'ai failli tomber dans les pommes. Parce qu'il faut savoir que ça faisait 2 ans que quand j'allais dans mon salon et que je regardais au-dessus de ma commode, il y avait un œil de bœuf que j'avais patiné moi-même. Je ne voyais pas cet œil de bœuf. À la place se substituait un flash où je voyais cette fameuse toile avec les nénuphars. Mais c'était devenu une obsession. Je me souviens, pendant 2 ans, je disais tous les jours, mais ce n'est pas un œil de bœuf qu'il y a là, c'est une toile avec des nénuphars. J'avais même été voir les nymphéas de Monet pour le peindre moi-même, tellement ça m'obsédait. Et là, mon petit couple vient justement avec la toile en question. Et j'ai cru tomber dans les pommes. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Ils m'ont dit, ça a été peint par notre meilleur ami, qui est un grand chaman réputé mondialement, qui a écrit plusieurs livres, 20 de livres, qui s'appelle Louis Sanza. Et là, au moment où il me dit c'est un grand chaman, je leur ai dit mais c'est fou parce que comme les chamans, je communique avec l'au-delà. Ça, c'est un don que j'ai depuis toujours. Et c'est surtout comme les chamans, je viens de faire vœu de guérir les gens avec le cœur. Et donc, pour la faire courte, quand je suis arrivée chez moi, j'ai enlevé la fameuse toile œil de bœuf. Je l'ai substituée par la toile nénuphar qui s'est mise instantanément. Elle tenait par 2 clous. J'ai même pas eu à recalculer l'écart. La couleur du cadre était la couleur de mon mur. Et donc, j'ai rappelé paniqué ce petit couple en disant « Il s'appelle comment déjà plus, ce gars-là ?» Pour vous dire que je le connaissais pas du tout. Donc, ils m'ont dit « Louis Sanza, regarde, il y a une biographie. » Et en fait, quand j'ai lu sa biographie, c'était dingue parce que je ne connaissais pas cet homme. Et pourtant, en lisant le livre, c'était comme si je connaissais déjà tout. Et après, il y avait des phrases qui me venaient en tête. Et je les retrouvais, mais mot pour mot, 2-3 lignes plus bas dans le livre. Et là, j'ai su que j'étais connectée à lui. Vous l'avez rencontré ? Alors, il était décédé depuis 2 ans, quand j'ai reçu la toile. Donc, c'était un legs de ses amis. Et en fait, au moment où je voyais les mots que j'entendais dans la tête écrits sur le livre, je me suis dit, je suis connectée à lui. Et là, je l'ai vu. C'est la première fois que je voyais
une âme, en fait. C'est la première fois que je voyais une âme sans corps. Avant, j'entendais des voix, mais je n'avais jamais vu, en fait, physiquement, une âme. Et donc, je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'ai pas eu peur du tout. Je savais que c'était lui. Et je me souviendrai toujours, je lui ai dit, eh bien, merci pour la toile. Merci pour cette rencontre. Et je me souviens avoir dit, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais gaiement. Et à ce moment-là, j'ai été parcourue d'énergie pendant 3 jours non-stop. Mais des énergies où je pèse mes mots, j'ai vraiment failli mourir. Je ne pouvais ni manger, à peine boire, je ne pouvais pas dormir. J'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure. J'avais des suées nocturnes. C'était un enfer. Je me souviens même leur avoir dit, quand je dis leur, c'est à mes guides, en tout cas à ceux qui m'ont transmis ces énergies, dont Louis Sanza. Je me souviens leur avoir dit, si je meurs, je vous serai d'aucune utilité et je sais ce que vous êtes en train de faire parce qu'en même temps que j'avais les énergies, j'avais des flashs de comment guérir les gens, comme un film en accéléré. Il y a encore des séminaires qui se font sous son nom. Il est mort en Oui, 2011. Exactement, ouais. Si on ne fait pas attention parce qu'il est encore vivant, il y a des séminaires qui se font à son nom. Il a écrit La Voix du Sentir. La Voix du Sentir, qui est extraordinaire. Voilà. Ouais. Moi, c'est un livre que j'ai chez moi depuis des années. Ah, ouais. Ça fait 20 ans que j'ai ce livre, mais je ne le connaissais pas. Mais il y a votre grand-mère aussi. Oui, ma grand-mère Arlette, oui. Alors, il paraît, non, c'est la tradition chez les chamans, il doit y avoir un don en croix. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une personne de sa lignée, un aïeul, ou alors parfois un grand-père, une grand-mère de cœur, qui doit vous transmettre le don horizontal. Et après, on doit avoir une transmission verticale, c'est-à-dire par médiumnité, parce qu'il faut prouver, si on est capable d'être guidé par là-haut, il faut bien qu'on prouve qu'on est capable de les entendre. Et donc, cette transmission doit être en croix. Et pour revenir sur Louis Sanza, il parle dans un de ses livres justement de cette transmission-là, parce qu'il dit qu'il a été à 12 ans élevé par un chaman qui l'a pris sous son aile parce qu'il était orphelin. Aigle noir. Exactement. Et donc, en fait, pendant 5-6 ans, il allait au champ avec lui, il allait dans des cérémonies, il assistait, mais en fait, il n'a jamais eu de transmission orale. Et un jour, il a dit à ce chaman, mais enfin, tu m'as dit que tu allais me transmettre le don, et là, il se passe toujours rien. Et le chaman a dit, ah oui, tu veux que je te le transmette maintenant? Et donc, Louis Sanza a dit oui. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le chaman s'est mis à parler et il y a eu des vents, mais des bourrasques horribles, ça sifflait partout. Et donc là, Louis Sanza voyait juste les lèvres bouger du chaman, mais il n'entendait rien. Et quand le chaman a juste fermé sa bouche, le vent s'est tu. Et là, Louis Sanza a dit, mais enfin, mais vous voyez bien que j'ai rien entendu. Et là, le chaman lui a répondu, parfait, si tu es chaman, c'est dans l'air. Ça viendra chez toi après. Donc voilà, c'est ça la tradition. Alors la grand-mère. Alors la grand-mère, ma grand-mère, elle, je pense que dans sa génération, on disait pas qu'on entendait là-haut. Donc, elle l'a jamais dit. C'est moi, en lui posant des questions, qui a remarqué qu'elle entendait les anges gardiens. Parce qu'à 20 ans, j'en pouvais plus d'entendre les voix des anges gardiens. On me prenait pour une folle. Et un jour, je suis allée voir ma grand-mère en lui disant, mamie, tu me crois si je te dis que j'entends les anges gardiens? Elle m'a dit, mais bien sûr, Sandrine, moi aussi, je parle avec eux. Et donc, c'est la seule fois où elle m'a dit ça. Mais en revanche, donc, elle n'était pas guérisseuse. Elle était guérisseuse dans le sens où elle a accompagné beaucoup de personnes dans la mort et elle a fait énormément d'associations caritatives. Elle a dédié son temps, son argent et sa vie aux autres. Tout le temps, avec abnégation, avec ascétisme. C'était une femme extraordinaire, vraiment extraordinaire. Elle donnait trop même. Oui. C'est-à-dire qu'elle disait « Dieu me le rendra », c'était sa vie. Sa vie était tournée sur les autres, vraiment. Bon, elle revient vous voir après son décès. Ça, on trouvera ça dans le livre. Vous dites que quand vous passez votre main sur les gens qui viennent vous voir, vous sentez l'âme de la personne. Si c'est une belle personne, comment vous sentez ça? Alors, ça commence déjà par sentir l'odeur. C'est bizarre parce qu'on dit l'expression, lui, je peux pas le piffer. Mais je peux pas le sentir. Je peux pas le sentir. C'est exactement ça. Je commence déjà par sentir l'odeur. Et donc là, déjà, ça rentre en vibration avec moi ou pas. Après, je commence par voir les projections d'énergie que cette personne a. D'ailleurs, dans le livre, je fais plusieurs figures de différentes projections d'énergie en fonction de si la personne a une carapace, si elle a une aura large, des trucs comme ça. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vois. Et après, c'est... Comment décrire ça? C'est un ressenti viscéral, hein, c'est un ressenti profond. C'est... Au niveau du cœur? Oui, au niveau du cœur. Et puis, est-ce qu'on se sent relâché? Est-ce qu'on se sent enveloppé de chaleur auquel cas on se sentira bien? Ou est-ce qu'on a la nuque qui se raidit, les poils qui se dressent? Ou là, on se dit, faut partir. Et puis, je sens la manipulation chez certaines personnes. Je sens le mensonge, mais je sais pas vous dire pourquoi.
Je sais pas qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille. C'est vraiment un ressenti profond, en fait. Alors, vous parliez donc de cette transmission qui doit se faire en croix. On peut dire que le vertical, c'était Louis Sanza, et voilà. l'horizontal, ma grand-mère. Ouais. Ok. L'important, c'est d'entendre et de se laisser guider aveuglement aussi. C'est important aussi de laisser son ego et d'entendre ce qu'on... Oui, parce que au moment où j'ai reçu les énergies de Louis Sanza, ça a duré 3 jours. Et au terme de ces 3 jours, tout s'est arrêté. Et donc, moi, je me suis retrouvée un petit peu hébétée et j'ai posé la question à Louis Sanza et à mes guides. J'ai dit, mais est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de guérir ? Et on m'a répondu, patience. Et à ce moment-là, je me souviens, mais j'ai été en colère contre moi-même. Je me suis dit, mais Sandrine, mais qui es-tu ? Qui es-tu pour croire que tu peux guérir les gens là, comme ça ? Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Mais vraiment, j'étais furieuse contre moi-même. Et là, j'ai comme entendu rire là-haut. Et on m'a dit, c'est bon, maintenant tu peux guérir, tes mains sont activées. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Parce que je crois, vous allez peut-être me le confirmer, qu'il y a une fenêtre de tir de 3 semaines pendant laquelle, là-haut, on peut vous retirer le don. Passer cette fenêtre de tir de 3 semaines, on a ce don. Et après, tant pis pour vous s'il y a un ego surdimensionné et que vous manipulez les gens avec. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maîtres yogis qui violent leurs disciples, des prêtres pédophiles, ou voilà. Et donc, je pense que l'univers fait bien les choses et qu'il teste l'humilité. Donc, il ne retire jamais le don. On dit pourtant que quand les gens font trop d'argent avec leur don qui est donné, ils perdent le don. Alors, quelque part, j'espère que vous avez raison. J'espère, mais voilà, quand je vois justement, je vous dis, les maîtres yogis, enfin, toutes les histoires qu'on entend, c'est peut-être pas toujours le cas. Alors, pour travailler, vous captez l'énergie cosmique, comique, j'allais dire, cosmique, mais aussi pourquoi peut-être pas, de l'univers et l'énergie tellurique de la Terre, ainsi que l'énergie divine issue du fait que j'ai la foi et que je prie le Créateur. Donc, vous captez 3 énergies. Oui, en fait, je m'aperçois quand je discute avec des amis magnétiseurs, donc qui captent l'énergie yin et yang, l'énergie yin de la Terre et le yang, le cosmique. J'ai l'impression qu'ils apposent les mains ou ils font des passes, comme on dit, beaucoup plus longtemps que moi. Avec la prière, je peux pas vous expliquer pourquoi. Je pense que j'ai une intention extrêmement forte, extrêmement rapide, et ça va super vite. Je sais quand c'est fait. Comment vous le savez, les genoux qui lâchent ? Tout est de l'ordre du ressenti encore. C'est une conviction intime. Parce que les énergies sous mes mains se mettent à changer aussi. C'est-à-dire que, quelle que soit la maladie de la personne, au moment où j'approche la main, je vais sentir un décalage d'énergie par rapport au reste du corps. Et ce que je fais, c'est que régulièrement, je réinitialise mes mains contre une pierre, c'est-à-dire que c'est comme si je revenais au niveau 0, je les purifie, et je remets la main sur l'endroit en question, et là, je sens si l'énergie a changé. Et si l'énergie, elle est au même niveau que le reste du corps, je sais que c'est parti. Ok, vous parlez des guérisseurs russes aussi, à la page 25. Vous avez étudié un peu ? Oui, ils sont épatants. Oui, j'aime bien leur façon de voir les choses. J'avais lu un livre sur les guérisseurs russes, ouais. Parce que c'est assez chamanique. C'est dans l'intention. Et ça, c'est vraiment un truc que je travaille. L'intention, contrairement aux personnes, alors qui font du Reiki, par exemple, le Reiki, vous m'arrêterez si je me trompe, hein, où on visualise l'énergie, on capte l'énergie, on pose les mains sur la personne, et donc l'énergie, c'est un flux simplement. Chez les chamans, ainsi que chez les guérisseurs russes, il y a une intention. C'est-à-dire que, quelque part, on doit avoir une visualisation très très claire, et ça code l'énergie qui va être envoyée dans le corps, et donc du coup, le corps va mettre en place des choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai une femme qui est venue me voir. Elle était enceinte de 2 jumelles, et elle venait juste pour que je vois comment ça se passait avec ses jumelles. Et là, en plaçant la main entre ces 2 jumelles, je sens justement une énergie qui est bizarre, on va dire, sur 4 cm. Mais j'arrivais pas à voir ce que c'était. Et donc, je lui ai dit, va aux urgences, fais croire que tu as super mal, fais-toi faire une échographie, tu me dis ce que c'est. Et là, aux urgences, on lui dit, sur 4 cm, décollement de placenta. Donc, elle revient me voir, et là, je dis, parfait.
je l'ai allongé et dans mon intention, j'ai visualisé que je recousais une chaussette. Vous savez, on fait les fils à l'horizontale et après l'un par-dessus l'autre à la verticale, comme ça. Donc il faut, en fait, dans les visualisations et dans l'intention, il faut un message extrêmement enfantin pour le corps, vraiment très très simple à comprendre. Eh bien, j'ai fait ça. J'ai réinitialisé mes mains. En remettant la main, j'ai vu que de 4 cm, je passais à 2-3 mm. J'ai recommencé sur la pierre à refrotter mes mains, j'ai remis à 0 et après, il n'y avait plus rien. J'ai dit à cette personne, tu vas aux urgences, dans 3 jours, il te reste 3 mm. 3 jours après, tu n'as plus rien. C'est ce qu'elle a fait et c'était le cas. Et aux urgences, on lui a dit, mais ça n'existe pas, les placentas qui se recollent. Et donc, tout ça, ça vous est venu comme ça, par l'opération du Saint-Esprit? Ça m'est venu, au moment où on m'a transmis les énergies, j'ai eu ces flashs, en fait, de ce qu'il fallait que je fasse. Mais on vous avait pas dit que vous alliez avoir un placenta qui se décolle, donc tout ça, c'est des informations qui vous viennent ça, c'était téléguidé. Ah oui. Ouais. Même d'ailleurs, je fais pas ce que je veux parce que parfois des personnes viennent en me disant j'ai telle maladie. Alors avec mon petit mental, à l'avance, je prépare des protocoles, je me dis oui, alors je ferai ci, quand il va venir, je mettrai la main là, puis ça se passe pas du tout comme ça. J'ai l'impression qu'on pousse ma main et qu'on me dit va par là, non, fais ci, fais ça. Je suis un peu un automate en fait. Alors il est courant de penser qu'il suffit de manger sainement et de bien dormir pour être en bonne santé, pour avoir la forme. C'est une grave erreur, il manque une autre dimension indispensable, l'énergie vitale. Et donc votre livre s'appelle L'énergie de l'invisible. C'est pour ça aussi que vous vous ramenez au quantique. Oui. Oui, parce qu'on est avant tout une vibration. Si on regarde dans l'infiniment petit, au niveau de l'atome, il y a bien un noyau et des électrons qui tournent autour. Et le fait que ça tourne, c'est donc une énergie, comme tout ce qui tourne. Donc là, en vous regardant, j'ai l'illusion que vous êtes un corps physique, mais vous êtes avant tout une vibration. Vous dégagez une vibration, une énergie avec une fréquence qui vous est propre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne est en bonne santé, tout tourne au diapason. Tous les atomes dans le corps de cette personne tournent à la même fréquence, à la même vitesse. Et dans les parties malsaines, ça fait un fusible qui pète et ça tourne lentement. C'est bien pour ça qu'on dit « Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ?» Ou ça tourne trop vite. Ou ça tourne trop vite, effectivement. Et donc le but est de rééquilibrer justement les énergies. Ouais. Alors, vous faites des guérisons par téléphone, mais plus souvent... Par rapport à la physique quantique, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Ça s'explique par la physique quantique. Mais plus souvent chez vous, quand même. Oui. J'essaye, Et quelle serait la différence entre le téléphone et chez vous? C'est vous qui avez envie de voir les gens? Oui, je veux voir les gens parce que je pense qu'ils doivent participer à leur propre guérison. C'est difficile pour moi, les personnes qui viennent à qu'attendre un coup de baguette magique. Je ne peux pas m'empêcher de leur dire, voilà, il y avait un blocage, par exemple, dans tel chakra, ça signifie telle chose, allez chercher chez vous pourquoi il y a tel blocage, comment vous pouvez régler telle solution. C'est vraiment, après, on débriefe sur qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi le corps a somatisé dans tel endroit. Donc ça, c'est important. Par téléphone, tous les gens qui m'appellent et qui me disent « Bonjour, je vous envoie une photo, est-ce que vous pouvez travailler par téléphone ?» Je leur dis non, tout de suite. Oui, parce qu'en plus, ils se prennent pas en charge. Non, voilà, exactement. De venir à votre cabinet, de vous trouver, de prendre du temps pour eux, c'est déjà une partie. Si je voulais gagner de l'argent facilement, bien évidemment, je dirais oui, mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc ça, je refuse catégoriquement. À moins qu'ils soient à l'autre bout du monde. Même pas. Non, même pas. Par téléphone, par exemple, pour les personnes âgées ou les personnes qui ont une vieille carcasse et qui sont très, très fatiguées, je recharge par téléphone, sur photo. Ou les personnes qui ont le cancer et qui sont entre 2 chimios aussi, que c'est très, très dur, ça, je le fais. Mais après, par téléphone, je me concentre plutôt sur ce qui est local. Des douleurs de dos, des brûlures, l'eczéma, le zona, voilà. Je préfère plus ça. Après, je préfère que les gens viennent me voir. On va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après, tout de suite. Sandrine Müller-Bohar, on parle de l'énergie de l'invisible, on parle des guérisseurs, on parle d'une guérisseuse, entre autres, qui est vous. Vous voyez Laura, on est en deuxième partie de cette au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Alors vous la voyez comment, Laura ? Alors déjà, pour voir Laura, souvent quand les gens savent que je vois Laura, ils me disent alors, elle est comment la mienne ? Faut savoir que c'est une lumière très très diaphane, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous regardiez une bougie dans la pénombre et que vous regardez vraiment à la périphérie,
la frontière entre le noir et juste cette lumière, mais vague, vague, vague. C'est quelque chose de très diffus. Et donc, il faut avoir un œil très aiguisé. Donc, pour voir l'aura des gens, ça se voit pas en pleine lumière, en plein jour. Il faut être sur un mur uni. Il faut être un peu dans la pénombre. Et donc, qu'est-ce que je vois ? Je vois une forme ovoïde et différents anneaux de couleur. Voilà. Après, en plus de l'aura, je vois des projections d'énergie qui ont des formes différentes. Je parle notamment des vampires énergétiques, des personnalités à antennes, des carapaces énergétiques. On va en parler, ça. Voilà. Alors, des éponges énergétiques ou des compulsifs. Alors, l'éponge énergétique, c'est vous. Hein. Oui, et vous aussi, cher Joël. Oui, je suis désolée. Les éponges énergétiques, j'en ai beaucoup qui viennent me voir parce que c'est des personnes hypersensibles. Ce sont de belles personnes qui ont ce sont de vieilles âmes, voilà, tournées vers les autres. Et donc, comme son nom l'indique, qui absorbent les émotions des autres très facilement. Donc, c'est un revers de médaille quelque part parce que cet altruisme fait qu'elles ont vraiment une hypersensibilité au monde et que ce sont des personnes connectées qui sont prêtes à aider leurs prochains, mais en même temps, ce côté éponge fait qu'ils absorbent toutes les maladies des gens, toute la détresse du monde. Et il y a une fatigue qui s'installe quand on est une éponge énergétique. On a du mal à vider toutes les énergies qu'on prend un peu des autres. Et il y a un peu un paradoxe quand on est une éponge énergétique, c'est qu'il y a ce besoin d'être avec les autres, d'aider les autres, d'être en communauté, et en même temps, il y a un besoin viscéral du corps de se retrouver seul et de s'isoler pour se régénérer. Et c'est souvent ce paradoxe qui est difficile à vivre. D'ailleurs, c'est ce que dit votre mari, ou je ne sais pas qui. Il dit t'as besoin des autres, mais finalement, t'es toujours toute seule. Ça parle à beaucoup de personnes. Alors, il y a les éponges énergétiques avec une grande aura un peu large, et puis il y a les compulsifs. Alors, les compulsifs, ça peut être n'importe qui. Ça peut être les éponges, mais ça peut être tout type de profil. Les compulsifs, il faut savoir que c'est toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a un trou qui se forme au niveau du ventre. Le ventre, c'est le 2e chakra. Et ce trou, ça fait un peu comme un puits qui va absorber votre énergie vitale. Et donc, le corps crie « remplis-moi, remplis-moi » avec cette énergie qui se déverse à l'intérieur du trou. Et donc, c'est ça la compulsion. C'est-à-dire que la personne a ce besoin, mais irrépressible, de se remplir. Et d'ailleurs, on dit, quand on est boulimique, on dit bien j'ai un vide à remplir, c'est pour combler un vide. Alors, on parle de combler un vide affectif parfois, mais ça peut être pour combler n'importe quel vide. Et énergétiquement parlant, je le constate. Il y a vraiment ce puits sans fond qui appelle l'énergie. Et donc, je mets notamment une petite technique pour combler un peu ce trou. Il y a plein de petites... des petits exercices voilà. Vous dites que le mental a horreur d'être observé. Oui, ça c'est la base de la méditation. Si on veut travailler sur soi, il faut commencer par ça. Ouais, si on veut avancer, il faut commencer par ça. C'est observer ses pensées sans relâche et la qualité de ses pensées. Parce que la vibration qu'on dégage, souvenez-vous qu'on est énergie, a un rapport direct avec la qualité des pensées. Plus on sera dans des basses vibrations comme la colère, la rancœur, la culpabilité, plus on va abaisser ces vibrations, plus énergétiquement ça va tourner lentement. D'ailleurs, on dit bien « je suis plombé ». Quand on est plombé, ça va pas tellement bien. Par contre, plus on est vers l'amour, la joie, là, plus ça tourne vite. Et là, on flotte comme sur un nuage. Là, on est léger parce que ça tourne vite. Et d'ailleurs, il est dit que Dieu, normalement, c'est une vibration tellement rapide qu'elle est immobile. On ne voit plus tourner tellement ça tourne vite. C'est comme les roues de la voiture. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que les vampires énergétiques ? Parce que quand on est bien et tout, je pense que ces vampires énergétiques, ils vont pas aller se nourrir des gens qui sont pas en forme. Ils se nourrissent. Ah ben non, ils savent choisir leurs victimes quand même. Ils aiment bien prendre les éponges, justement, les éponges énergétiques, parce que c'est des auras larges qui sont très rayonnantes, très lumineuses. Les vampires énergétiques, ah là là, on en connaît tous. Les vampires énergétiques, ce sont des personnes qui aiment être victimes, qui aiment être victimes. Et alors, vous allez les reconnaître tout de suite parce que elles vous appellent
au téléphone ou elles viennent vous voir. Mais au téléphone, elles aiment bien. Et alors, le schéma est toujours le même. Et alors, comment vas-tu, toi? Avec 2-3 questions très ciblées pour montrer que je m'intéresse à toi. Ça dure 2 minutes. Et après, on passe au sujet préféré du vampire, à savoir lui-même. Et alors là, vous allez avoir droit à toute une litanie de complaintes. Voilà. Et donc, le but du vampire énergétique, il faut savoir que le vampire énergétique ne sait pas capter l'énergie vitale parce qu'il est trop auto-centré. Et donc, il ne peut pas capter les énergies yin, les énergies yang. Il a pas le chakra du cœur suffisamment ouvert pour, voilà, avoir un donner-recevoir correct pour se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe l'énergie de son interlocuteur. Et comment il absorbe l'énergie de son interlocuteur? Eh bien, il va fabriquer un pont énergétique entre la personne et lui en captant son intention, en fait. Et là, vous parlez de la pluie et du beau temps et vous faites vider. Hein. Vous comprenez pas pourquoi, mais au bout d'un quart d'heure avec cette personne, même en ayant parlé de choses banales, vous avez mal à la tête et vous êtes au fond du trou, littéralement. Tandis que le petit vampire, lui, il est super, il a rechargé les batteries. On en connaît tous, alors... Est-ce qu'il faut faire une carapace pour se protéger de ces gens-là? J'aime bien non, parce que... Non, surtout pas. Qu'est-ce que c'est que cette carapace et surtout de ces inconvénients de cette carapace? Alors déjà, pourquoi ne jamais se protéger avec une carapace? Je vais vous expliquer, je vais donner une métaphore, vous allez très bien comprendre. Dans une voiture, quand on est dans les bouchons et qu'il y a de la pollution, on peut mettre le bouton auto-recyclage, là, vous savez, de l'habitacle. Et on sait tous qu'on ne peut pas laisser ce bouton trop longtemps. Faute de quoi, l'air va se raréfier, on va utiliser toujours le même oxygène, on va avoir mal à la tête, on va pas être bien. Donc, on sait qu'au bout d'un moment, il faut mettre le bouton en sens inverse pour que ça recircule dans l'habitacle. Eh bien, faire une carapace énergétique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez envoyer l'intention de vous protéger. Simplement par les mots « Oh, lui, il va m'envoyer des mauvaises énergies, faut que je me protège. » Ou les mots « Faut que je me blinde. » J'en peux plus de telle personne qui m'insulte tout le temps. Faut que je me blinde. Ces mots-là, c'est terrible. C'est avec ces mots-là qu'on fabrique une carapace. Alors l'intention de base est bonne, parce que l'intention de base, c'est que ça glisse sur vous, que les mauvaises énergies des autres glissent sur vous. Parfait. Tout comme dans la voiture, eh ben ça va glisser sur vous et ça va pas rentrer à l'intérieur de l'habitacle toute la pollution. Parfait. Sauf que vos propres énergies toxiques ne peuvent plus sortir du corps. Et les bonnes non plus. Les bonnes ne peuvent pas rentrer, oui. Et les mauvaises ne peuvent pas sortir. Donc là, on est dans une situation où les personnes qui viennent me voir, qui sont des carapaces énergétiques, ils ont des douleurs tournantes. C'est-à-dire qu'un coup, j'ai mal à l'épaule, tantôt j'ai mal à la cuisse, tantôt j'ai mal aux pieds, tantôt j'ai mal à la tête. C'est-à-dire que le corps se refile la patate chaude. Je sais pas quoi faire de ce truc-là, donc ça se balade un peu partout en fait. Alors, comment se protéger sans fabriquer ces carapaces? Alors ça, c'est une technique que j'ai récupérée de Louis Sanza, que je trouve extraordinaire, qui s'appelle le rappel à soi. Alors là, vraiment, tous, même pour se protéger en général, sans faire de carapace, il faut pratiquer les rappels à soi. C'est-à-dire que quand on est en conversation avec quelqu'un et qu'on donne 100% de son attention à cette personne, on fabrique le fameux pont énergétique. Donc, si ce sont deux personnes qui sont vibratoirement similaires, il n'y a pas de problème. Bon, l'échange se fait, tout va bien. Maintenant, si vous êtes super bien, vous êtes super en forme et que vous êtes face à une personne, par exemple, un vampire énergétique ou quelqu'un qui est vraiment au fond du trou, vous allez lui donner votre bonne énergie et en échange, vous allez prendre la sienne. Et donc, le rappel à soi, ça consiste à la chose suivante, c'est que vous ne donnez pas 100% de votre attention, mais vous allez donner 95%. Et les 5% restants, ça va être pour revenir dans votre corps. Par exemple, vous pouvez triturer un stylo. Regardez les psys. Pendant qu'ils prennent des notes, pendant que leur patient parle, même si le patient ne parle pas, vous allez remarquer qu'ils triturent le stylo. Le fait de triturer le stylo, ça permet au corps de prendre conscience de son espace vital à lui. Et donc, ça coupe le pont. Ou alors, on peut faire... un bouclier. Voilà, exactement. Un bouclier, on visualise un bouclier violet. Ouais. C'est dans votre livre aussi l'enracinement. Ah, l'enracinement, ça c'est vital pour tout le monde. Il y a la moitié de cette planète qui pratique l'enracinement, notamment par le biais de la posture de l'arbre qu'on fait en tai chi, en qigong. Ça s'appelle la posture de la montagne en yoga. C'est tout simple, ça consiste à se tenir debout en se disant « je sens que j'ai les pieds sur terre », mais littéralement, vraiment concrètement, je sens que j'ai les pieds sur terre. Et en faisant ça, il faut savoir que 90% de nos énergies sont les énergies yin, c'est la terre qui les distribue. Si on n'a pas les pieds sur terre, on ne recharge pas les batteries. Et à l'inverse, le circuit de purge des mauvaises énergies,
commence au niveau des cervicales, elle court le long de la colonne vertébrale et elle part sous le pied. Donc d'un côté, la Terre absorbe les mauvaises énergies et de l'autre, elle recharge. C'est pour ça qu'on dit, lui, il est bien dans ses baskets, ça veut dire qu'il est bien. Et quand on dit je perds pied, ça veut dire que ça va pas. Donc on le sait tous en fait. Alors vous avez beaucoup de mal à aider les personnes qui ont des scaphandres énergétiques. Ah ouais, ça c'est terrible. Alors il y a celles qui ont des antennes, qui sont des antennes énergétiques. Oui, alors ça, finalement, la carapace ou scaphandre énergétique, c'est les gens qui se protègent, on connaît tous. Les vampires, vous en connaissez tous. Les éponges, c'est un mot qu'on utilise, on connaît tous. Mais les antennes énergétiques, c'est un profil qui est un peu moins connu. C'est un profil principalement masculin, où on trouvera ça chez les femmes assez guerrières aussi. Ce sont des personnes qui sont extrêmement intelligentes, extrêmement intuitives, et qui... Ça ressemble un peu à une pieuvre au-dessus de la tête, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on a une aura un peu ovoïde en bas, normale, et au-dessus de la tête, c'est comme si on avait une pieuvre avec des bras comme ça, qui vont chercher voilà, les informations un peu partout. Et donc, souvent, on ressent au contact d'une antenne intrusive qu'elle est... une antenne énergétique, qu'elle est justement intrusive. On sent que cette personne vient capter des choses chez vous, même par le regard, hein, on sent un regard comme ça, perçant. Et donc, ces antennes énergétiques sont souvent des personnes guerrières, tout simplement parce qu'elles sont intrusives avec leur énergie. Des personnes qui ont tendance à être dans le contrôle aussi. Mais elles sont aussi très intuitives. Et donc, si elles s'ouvraient un peu à l'invisible, ça donnerait de très beaux résultats. Elles pourraient même devenir des éponges énergétiques. Mais bon, on va dire que c'est un stade différent, quoi. Voilà. Alors, on a cette espèce d'aura, enfin, cette aura qui est autour de nous, c'est un espace vital qu'on essaye de protéger. On s'en rend compte quand on rentre dans un wagon de métro ou de train et qu'il n'y a personne. On ne va pas s'asseoir à côté de quelqu'un, on va choisir une place assez loin des autres. Ouais, comme quoi l'instinct, c'est incroyable. Mais de loin. Ouais. Exactement, ouais. C'est vraiment instinctif. Et c'est vrai que dans tous les endroits publics, on ne va jamais vraiment se coller les uns aux autres. Oui, alors probablement principalement vous, Joël, ou moi, quand on est des éponges énergétiques, parce que ce qu'il faut savoir quand on est une éponge énergétique, c'est que l'aura est tellement large qu'elle est un peu détissée, à l'instar d'un pull à grosse maille. Alors que pour les autres, l'aura, elle sera un peu plus tassée. Et donc, deux personnes qui ont des auras, on va dire, standards, quand elles se rencontrent, c'est comme deux coussins qui se télescopent. Chacun garde son espace vital. Par contre, quand on est une éponge énergétique, la personne qui va être à côté de vous dans le métro, elle va être dans votre espace, littéralement. Donc là, vous allez pomper toutes ces saloperies, alors qu'elle sera protégée parce qu'elle aura son aura normale qui va la protéger. Donc là, pour les éponges énergétiques, effectivement, c'est ce qu'on disait, visualiser une bulle d'énergie autour de soi pour un peu densifier son aura. Mais j'ai aussi une astuce à vous donner qui m'a vraiment beaucoup servi. Justement, un jour, j'étais dans le métro et je me suis assise à une place à 4. J'étais tranquille, j'étais toute seule, c'était génial. Et là, il y a un monsieur qui vient, une armoire à glace, genre le videur de boîte de nuit, mais vraiment une armoire à glace. Et il se met à côté de moi, il était tellement baraqué, il me touchait. Alors déjà, je supporte pas qu'on soit dans mon espace vital, mais en plus, quand on me touche, c'était une catastrophe. Et là, j'ai commencé à me dire, oh là là, je chope toutes ces saloperies, quelle horreur. Et en plus, comme j'avais mis mon intention dans le fait de choper ces saloperies, alors là, ça allait vitesse grand V. Donc je me suis dit, ma cocotte, là, tu files un mauvais coton, c'est juste pas possible. Et donc ce que j'ai fait, là vraiment retenez cette astuce parce que c'est génial, plutôt que d'être captatrice de son énergie en me disant, au secours, je suis en train d'absorber, j'ai fait l'inverse. En fait, je me suis tournée énergétiquement vers lui, j'ai fermé les yeux, j'ai fait semblant de dormir, et je me suis dit, Sandrine, qui est cette personne ? Va vers lui, rayonne vers lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il pense ? Est-ce qu'il a des maladies quelque part ? Quel est son état d'esprit ? Et en faisant ça, je me suis transformée en une espèce de soleil qui rayonne. Et donc, comme ça rayonnait, vous connaissez bien l'électricité, hein, où on est émetteur ou récepteur. On ne fait pas les deux. Donc là, comme j'étais émettrice, j'ai rien reçu. Et je suis sortie du RER, j'étais au top. J'étais super rechargée, j'étais super bien. On va voir un peu ce qui se passe en troisième partie d'émission avec ces entités plus ou moins bonnes qui viennent vers nous et qu'est-ce qu'on peut en faire. Petite pause musicale. Dernière partie de cet au-delà du miroir, on vous a dit qu'on allait vous emmener sur les décorporations, le corps astral
vous en parlez dans votre livre, vous dites aussi que l'énergie suit l'intention. Juste faire une pause sur la décorporation, vous dites qu'il faut une mise en garde sur ceux qui font du saut à l'élastique. Oui, surtout sur les éponges énergétiques, encore une fois. Parce que les éponges énergétiques sont des personnes qui ont une aura très très large. Et donc le corps énergétique va moins vite que le corps physique, qui est plus lourd bien évidemment. Donc les personnes qui font du saut à l'élastique ou du saut en parachute, les éponges énergétiques s'exposent aux crises cardiaques. Vraiment, ça peut être très dangereux. Ouais. Mm. Alors, il y a aussi le corps ne peut se mouvoir sans énergie. Ah, je l'ai appris à mes dépens, ça c'est sûr, en faisant une décorporation forcée, on va dire. Ouais, ça, c'est ce qu'on décrit dans la paralysie du sommeil, mais je l'ai vécu moi, sans m'en rendre compte. C'est que un jour, je faisais une méditation avec un grand swami indien. Et c'est fou parce que c'était à Bali, il faisait très humide, il y avait des moustiques partout. Et puis, il me tournait autour, il faisait du bruit. Et je me souviendrai toujours m'être dit, oh là là, elle est mal partie cette méditation, vivement la fin, je vais jamais réussir à rentrer dedans. Et puis là, le swami s'est mis à chanter des mantras. Mais alors, c'était d'une puissance. Et d'un seul coup, j'ai senti comme si des mains me portaient. Et comme si je flottais sur un matelas dont l'eau montait. Et j'ai regardé, j'ai jeté un regard en bas. Et je me suis vue physiquement allongée au sol avec un air béat. Et là, j'ai compris que j'étais collée au plafond de la pagode, en fait, là où on méditait, et que j'étais sortie de mon corps. J'étais dans ma conscience était dans mon corps énergétique. Et j'étais bien, j'entendais plus les moustiques, j'étais super bien, je flottais. Et la mauvaise expérience, c'est que à la fin de la méditation, le swami a dit, comme on dit, comme à la fin de chaque méditation, eh bien, revenez parmi nous, bougez les orteils, baillez, tirez-vous. Et là, moi, j'étais là-haut. Et je me suis dit, mon Dieu, il faut que je revienne dans mon corps. Donc, en disant ça, paf, ma conscience est revenue direct dans mon corps physique. Et donc, mon cœur s'est mis à battre à 200 à l'heure parce que ma conscience faisait battre le cœur qui est lui-même indépendant, pour le coup. Mais là, je ne pouvais rien bouger, mais du tout, du tout. C'était une catastrophe parce que ma conscience était dans mon corps physique et je me disais, mais Sandrine, c'est pas possible. Mais bougeons-moi le petit doigt. Et pas parler non plus. Ah, rien. C'est un peu comme le locked-in syndrome. Là, on comprend ce que vivent ces gens-là. Ces gens qui ont un cerveau qui fonctionne parfaitement bien, mais dont aucun muscle ne répond aux ordres. Absolument rien. Et je me souviens très bien que j'entendais mes camarades qui avaient un air amusé au-dessus de moi, qui ricanaient, qui disaient « Tu crois qu'elle dort ? Tu crois qu'on la réveille ?» Et moi, j'étais dans mon corps et je hurlais « Au secours, au secours ! Je suis enfermée, aidez-moi, aidez-moi !» Et comme ma conscience était dans mon corps physique, je ne voyais pas du tout où était mon corps énergétique. Et je pense que petit à petit, il est redescendu jusqu'à s'arrimer dans le corps physique. Et à la seconde où c'est arrimé dans le corps physique, j'ai pris une énorme respiration. Et c'est comme une décharge électrique énorme, quoi. Et là, ça y est, j'ai pu bouger après, quoi. Mais par contre, j'ai été mal toute la soirée, c'était un enfer après. Là, vous parlez aussi de la paralysie du sommeil. Mais c'est exactement ça. Oui, alors, si vous regardez sur Internet, il y a beaucoup de forums de personnes qui vivent la paralysie du sommeil et qui croient qu'elles sont en train de mourir. Parce qu'on confond avec l'âme, on se dit, oh là là, mon âme est en train de sortir de mon corps, au secours, je suis en train de faire une expérience de mort imminente, ça fait peur, les gens sont paralysés, ils n'arrivent pas à bouger, ils ne savent pas pourquoi. Et au final, non, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il faut savoir que pendant le sommeil, notre corps énergétique sort du corps physique pour se régénérer. On ne le sait pas, mais ça nous arrive à tous, quasiment tous les soirs. Mais si, on le sait quand on veut s'endormir et qu'on a l'impression de tomber dans Exactement. un trou. Et qu'on tombe et qu'on se réveille. Exactement. Tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Exactement, voilà. Et donc, normalement, le corps énergétique sort pendant le sommeil. Il se trouve que chez certaines personnes, eh bien, on se réveille et là, eh bien, le corps énergétique est en train de flotter en l'air. Certaines personnes se voient coller au plafond, arrivent à avoir le troisième œil suffisamment ouvert pour voir le corps énergétique coller au plafond. D'autres, non. Donc ça, c'est vrai que c'est effectivement effrayant parce qu'on n'arrive pas à bouger, on ne comprend pas pourquoi. Et ça dure 10 minutes, le temps que le corps énergétique revienne dans sa base, s'arrimer en fait. Alors, ça vous arrive de pleurer, ça arrive de pleurer à l'heure du décès d'un proche, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que vous sentez quand vous passez les mains sur un corps malade ? Qu'est-ce que vous sentez ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Alors, je suis attirée comme un aimant par la partie malade, ça c'est sûr. Après, on sent ou bien tout ce qui va être en HIIT, toutes les inflammations, on va sentir une énorme chaleur et des picotis. Parce que justement, il y a un surplus d'énergie.
Et sinon, tout ce qui va être des vides d'énergie, voilà, du froid et on est aspiré. Le corps aspire. Après, j'ai une autre particularité qui doit probablement me venir de mon animal totem. C'est qu'en posant les mains par-dessus une personne, j'envoie des ondes qui traversent plus ou moins de densité dans le corps et ça me revient dans la tête sous forme d'échographie. Donc j'arrive à voir parfois des tumeurs chez les gens. C'est moi qui les ai envoyés aux urgences, parfois détecter des choses. C'est votre côté chauve-souris. Ah ouais, la chauve-souris, ouais. C'était quand j'ai su que j'étais une chauve-souris, je me suis dit c'est trop la honte, mais finalement, c'est très très bien. je revendique mon animal totem avec fierté. Alors, vous dites qu'il est très important de ne pas renvoyer le mauvais sort quand vous sentez des entités qui sont pas géniales. Ne pas renvoyer le mauvais sort. Ça, c'est ce qu'on fait dans la magie noire. Faut jamais le faire parce que là, on déclenche une guerre. Alors, les mauvais sorts, ça peut venir de deux choses. Ça peut venir vraiment de quelqu'un qui va sciemment faire un mauvais sort. Donc, on peut faire ça en allant voir une personne qui sait le faire, ou alors en tapant sur Internet, bien évidemment. Maintenant, on peut tout faire. Mais il y a d'autres formes de mauvais sorts qui sont liées simplement à la malveillance. Quelqu'un qui va avoir de mauvaises intentions à votre égard, à répétition, mais quotidiennement, ça finit par vous planter des espèces de poignards dans le dos qui s'apparentent à des mauvais sorts. En fait, c'est exactement la même chose. Vous dites, quand on sent une amérante, on sent de la douleur. Et quand c'est le contact avec un défunt qui est, ça nourrit plutôt. C'est magnifique. C'est vrai que c'est comme ça que je fais la différence entre la présence d'une amérante dans ma salle de soins ou d'un défunt protecteur. C'est que si c'est une amérante, on est pétrifié de froid, on grelotte, on sent des courants d'air, c'est désagréable, on se sent mal, on a envie de prendre ses jambes à son cou. Alors que quand il y a un défunt protecteur, c'est extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que les défunts protecteurs abaissent leur vibration pour pouvoir venir sur Terre. Donc, on dit que là-haut, c'est l'amour infini. Or, ils doivent abaisser leur vibration pour venir chez nous. Et pourtant, quand le défunt protecteur vient, je ne sais pas pourquoi, c'est comme un protocole, il vient d'abord me toucher moi avant d'aller voir son protégé, comme pour me demander l'autorisation. Eh bien, je ne connais pas cette personne. Imaginons, c'est la grand-mère d'une personne qui vient en salle de soins. Quand cette grand-mère va me toucher, je sens un amour, mais... et ça vous fait pleurer et trembler. Là là, oui, parce que c'est tellement incommensurable, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Et quelque part, j'ai une espèce de syndrome de l'imposteur en me disant, mais ça m'est pas destiné. Et pourtant, si, parce que quelque part, elle me le donne aussi, cette grand-mère. Et puis, avant de le donner à son protégé ou à sa protégée. Et c'est un échange de belles énergies, mais c'est toujours quelque chose de merveilleux, ouais. Ça, et aussi autre chose, les personnes qui vont être mamans. Les personnes qui vont être mamans, quand j'approche la main de leur ventre, je sens l'âme de leur enfant au-dessus. Et là, c'est pareil. On sent tout l'amour de cet enfant qui a choisi sa maman de là-haut. Et ça, c'est... Comme il n'est pas encore incarné, c'est de l'amour pur. C'est magique, c'est magnifique. Vous écrivez aussi à la page 118 que l'énergie vitale qui sort de vos mains s'arrête quand il y a une entité qui arrive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner en même temps que vous recevez. C'est-à-dire que l'entité me pompe mon énergie. Ouais. C'est comme ça que je sais qu'il y a une entité dans ma salle de soins. C'est que la plupart du temps, quand j'ai les mains sur quelqu'un, je ferme les yeux pour être concentrée. Donc moi, je ferme les yeux, puis ça sort. Il y a une espèce de flux qui sort de mes mains. Puis d'un seul coup, des fois, je sens comme ça, l'énergie qui se tarit. Et là, je me dis, là, je suis plus toute seule. Et il suffit que je fasse attention à mes ressentis. Voilà, je sens des coups de froid, ça se déplace autour de moi. Et là, je sais que j'ai une amérante autour qui est en train de me pomper mon énergie. Tout simplement pour se manifester, pour être là. Hein. Elles ont besoin d'énergie pour vivre aussi, en fait. Pour survivre. Ouais, exactement, pour survivre même. Ouais. Alors, 25% des personnes qu'on a sondées en Europe ont vécu une VSCD, un vécu subjectif d'un contact avec un défunt. Ouais. 25% des personnes disent que après la mort d'un défunt, ils ont eu des nouvelles, on peut dire. Dans certains pays beaucoup plus éveillés, je crois que dans les pays nordiques, ça va même jusqu'à 75%. Chez nous, je pense qu'il y a encore un espèce de tabou où les gens préfèrent passer pour fous plutôt que de livrer leurs ressentis par rapport à un défunt. Et souvent, quand ils viennent dans la salle de soins, ils commencent leur phrase par « Vous allez me prendre pour une folle, mais… » S'il y a bien quelqu'un qui ne va pas vous prendre pour un fou, c'est moi. Mais comme quoi, c'est vraiment un tabou parce que même là, les gens n'arrivent pas à se livrer alors qu'ils savent que je vois l'invisible. Alors que
c'est tellement un ressenti profond. Je suis sûre qu'il y a plus de 25% qui l'ont ressenti, beaucoup, beaucoup plus. Simplement, on ne s'autorise pas à se le dire parce qu'on se dit, on va m'envoyer à l'hôpital directement si je dis ce que j'ai ressenti. Mais non, puis ça fait peur, hein, parce que si des fois ils viennent pour dire des choses, des fois ils se manifestent par des parfums, vous le dites dans votre livre. Oui, mais c'est merveilleux. Au niveau des animaux, etc. Ouais. Mais des fois ils viennent aussi pas forcément pour dire des belles choses. Enfin bon, ils peuvent se plaindre. Alors c'est quand c'est des amérantes. Mais quand ils sont là-haut, quand ils sont dans la lumière, enfin, je me trompe peut-être, hein, enfin, j'ai jamais eu cette expérience-là. Quand ils sont dans la lumière, c'est toujours positif, c'est toujours pour protéger, pour guider, pour aider. Par contre, quand ils sont pas partis dans la lumière et qu'ils sont amérantes, ah oui, alors là, faut prendre ses jambes à son cou parce que il m'est arrivé des expériences où je me suis carrément fait attaquer par des énergies. Ça paraît dingue à dire parce que comment une énergie peut attaquer? On voit rien, il y a rien de physique. Et pourtant, je recevais des coups, mais d'une violence pire que la violence physique. J'étais atterrée, vraiment, littéralement. Malgré le bouclier. Ah oui. Ah ben non, là, il y a aucun bouclier qui fait rien du tout. Je pouvais plus respirer, je pouvais plus me lever. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce qu'il faut imaginer, voilà, c'est que imaginez que vous êtes un aimant, par exemple, positif, et que vous allez avoir un aimant de la même polarité positive, mais immense, géant, qu'on va coller contre vous. Et là, mais vous tenez pas. On a beau rien voir, c'est une énergie qui vous oppresse. Alors comment vous avez fait pour être encore là? Ah, ça c'est ma foi. Moi, je suis une foi géante, moi. ma phrase magique, retenez-la bien parce que vraiment, elle est merveilleuse. Vous imaginez pas comme elle est insondable, cette phrase. D'une profondeur infinie, ma foi est plus forte que ta croyance. Je soigne avec ça. Et puis vous dites, moi, je ne dis pas je crois ce que je vois, j'affirme haut et fort que moi, je vois ce que je crois. Oui, exactement. Ça, c'est important. Mais rappelez, ma foi est plus forte que Ma foi est plus forte que ta croyance. C'est parce qu'il faut savoir que on a tous ce qu'on appelle des croyances limitantes. Tout de suite, on dira « Ah, moi, j'y crois pas à ces trucs. » Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que tant qu'on ne l'a pas vécu au plus profond de soi, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc moi, ma foi, elle est plus forte que la croyance parce que je la vis au plus profond de moi. Donc forcément, je suis un cran au-dessus. Je vous remercie. Donc la phrase, on la garde, ma foi est plus forte. Ah oui, on va terminer là-dessus, c'est merveilleux. Que ta croyance. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Sandrine Müller. Merci.